Dave Hester a toujours été l'une des figures les plus controversées de la télé-réalité. Il était l'homme qui semblait apporter le trouble partout où il allait. Mais ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que dans les coulisses de Storage Wars, Dave provoquait un chaos qui a failli détruire l'émission. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le côté sombre de l'histoire de Dave Hester, les secrets qu'il a essayé de garder cachés et comment sa personnalité plus grande que nature a failli ruiner l'une des émissions de télé-réalité les plus réussies de ANE. Avant de plonger dans le drame, voyons comment Storage Wars est devenu un phénomène. L'émission a été diffusée pour la première fois sur ANE le 1er décembre 2010 et a immédiatement attiré les téléspectateurs grâce à une formule simple mais addictive. En Californie, lorsque le loyer d'un box de stockage reste impayé pendant 3 mois, son contenu peut être vendu aux enchères comme une seule unité. La série suit des acheteurs professionnels qui se déplacent d'un entrepôt à l'autre et font des offres sur des casiers susceptibles de contenir des déchets sans valeur ou des trésors inestimables. Les règles étaient strictes. Les acheteurs n'avaient que 5 minutes pour jeter un coup d'œil à l'intérieur depuis l'embrasure de la porte. Il est interdit de toucher les objets et de pénétrer à l'intérieur. Une fois les enchères terminées, le vrai travail commençait. Les enchérisseurs gagnants fouillaient dans leurs nouvelles trouvailles, estimaient la valeur des objets, faisaient parfois appel à des experts pour les évaluer et espéraient que leur pari serait gagnant. À la fin de chaque épisode, les totaux cumulés révélaient combien chaque acheteur avait gagné ou perdu. Narré par le producteur exécutif Tom Beers, Storage Wars a connu un succès immédiat. La première saison comptait 19 épisodes et dès la deuxième saison, l'émission attirait plus de 5 millions de téléspectateurs, ce qui en faisait le plus grand succès d'ANE à l'époque. D'autres saisons ont rapidement suivi, et la série s'est imposée comme l'un des programmes phares de la chaîne. Au fil des ans, la série a introduit des personnages hauts en couleur, qu'il s'agisse d'acheteurs astucieux ou de personnalités excentriques, comme Barry Weiss, qui est devenu le favori des fans avec son style excentrique. Barry Weiss, par exemple, est devenu l'un des favoris des fans grâce à son style excentrique. Il a fini par quitter la série après la 4e saison avant de faire un retour spectaculaire dans la saison 14. Lors de la saison 15, la série avait diffusé plus de 250 épisodes et avec la saison 16 prévue pour le 7 juin 2025, le format a été étendu à 1 heure entière, preuve que l'appétit pour Storage Wars est toujours aussi fort. Mais si l'émission a prospéré à l'écran derrière les caméras, les choses n'ont pas toujours été aussi simples. Au centre de ces turbulences se trouvait Dave Hester, l'homme qui a fait de Storage Wars un succès et un champ de bataille. Cette saison particulière a également vu le retour de l'acheteur Dave Hester, qui était absent depuis la fin de la saison 12. De quoi s'agit-il? Nous y reviendrons bientôt, mais avant cela, jetons un coup d'œil à certains des acheteurs de Storage Wars. Les acheteurs de Storage Wars. Le premier sur la liste est Dave Hester. Dave était également connu sous le nom de The Mogul dans l'émission. Il a été actif de la saison 1 à 3, puis de la saison 5 à 12, avant de revenir dans la saison 16. Au début de la série, Dave était propriétaire de la Newport Consignment Gallery à Costa Mesa, en Californie. Il était également propriétaire de la boutique de fripe Rags to Riches, qu'il a fermée en juin 2011. Il était également propriétaire du Rags to Riches Thrift Store, qu'il a fermé en juin 2011. Après avoir fermé les magasins, il a commencé à gérer sa propre maison de vente aux enchères qu'il a appelée Dave Hester Auctions. En raison de son tempérament et de la nature de son travail, il a été confronté à d'autres acheteurs principaux, en particulier Daryl et Brandon Sheets. Ils étaient connus pour augmenter fréquemment les offres lorsque quelqu'un d'autre voulait acheter une unité de stockage. Outre Dave, son fils Dave Jr. est apparu de temps en temps dans l'émission avec lui. Dave avait un mot d'ordre caractéristique. Lorsqu'il faisait une offre, il s'exclamait souvent bruyamment « Youp !» C'était son mot d'ordre favori et tout le monde le connaissait. Il aimait tellement ce mot qu'il l'avait fait imprimer sur ses camions, ses t-shirts et ses chapeaux.
L'appel de Dave trouve son origine dans son rôle d'attrapeur d'enchères dans les salles de vente où il aidait les commissaires-priseurs à repérer les enchérisseurs dans la foule. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, en décembre 2012, Dave a été renvoyé de l'émission et a poursuivi les producteurs de l'émission pour licenciement abusif. Malheureusement pour lui, le procès a été rejeté. Il n'est pas apparu dans la 4e saison, mais est revenu pour la 5e. Daryl Sheets est également un autre acheteur important. Il était connu comme le joueur de la série. Sheets est resté de la saison 1 à la saison 15. C'était un vétéran chevronné des ventes aux enchères d'entrepôts de San Diego. Comme Dave, il avait sa propre phrase d'accroche. Il disait souvent « c'est le facteur wow » et faisait ensuite quelques malentendus de temps en temps. Sheets gagne souvent sa vie en vendant des objets provenant des casiers qu'il a achetés lors de sa réunion d'échange hebdomadaire ou par le biais de sa boutique en ligne. Lors d'une interview, il a raconté que certaines de ses plus grandes trouvailles dans des casiers comprenaient une importante collection de bandes dessinées, 4 dessins de Pablo Picasso et une lettre écrite par Abraham Lincoln, qui s'est vendue pour plus de 15 000 $ américains. Mais ce n'est pas tout. Sheets était souvent accompagné de son fils Brandon Sheets dans l'émission. Son fils était également connu sous le nom de Sidebet. Peu à peu, son fils a commencé à se retirer, et au cours des dernières saisons, on l'a vu assister aux ventes aux enchères de manière indépendante. Dans certaines ventes aux enchères, il allait jusqu'à enchérir contre son père pour les mêmes unités. Cela n'a pas pour autant ruiné leur relation. Dans l'émission spéciale Unlocked de la saison 2, Sheets a révélé certaines des choses étranges qu'il a trouvées dans des casiers. Il a raconté comment il avait trouvé un jour un cadavre humain enveloppé de plastique dans un casier de rangement. C'est effrayant, non pas pour Sheets. Pour lui, après avoir découvert le cadavre, il voulait trouver le coupable. Il pensait que l'ancien propriétaire avait assassiné sa femme et l'avait laissé dans l'unité. Plus tard, dans le final de la saison 3, Sheets a acheté un casier pour 3 600 $. Lorsqu'il a ouvert le casier, il a découvert de nombreuses œuvres d'art originales de Frank Gutiérrez. Les œuvres ont été évaluées à environ 300 $, ce qui a permis de réaliser le plus gros profit de l'histoire de l'exposition. Les autres acheteurs importants sont Jared Schultz et Brandy Passante. Jared a participé à la série de la saison 1 à la saison 13, tandis que Brandy est toujours dans la série, ayant commencé avec eux dans la saison 1. Tous deux sont connus sous le nom de Young Guns. Au début de la série, Jared et Brandy possédaient et géraient le Now and Then Thrift Store à Orange, en Californie. Plus tard, dans la 4e saison, ils ont ouvert un 2e magasin à Long Beach, en Californie. Plus tard, lors de la première de la saison 5, il a été révélé que le magasin de Long Beach n'avait pas fait de bénéfices depuis le jour de son ouverture. Cela a mis le couple dans une situation financière précaire. Plus tard, il a été montré que le magasin de Long Beach avait fermé ses portes lors de la première partie de l'épisode diffusé le 8 avril 2014. Début 2016, leur boutique d'Orange a également fermé définitivement. Puis en avril 2014, A&A a diffusé pour la première fois l'émission spéciale Brandy and Jared. La première parlait de leur vie. Bien qu'ils aient été mariés pour ce travail, ils ont révélé leurs difficultés personnelles et ont expliqué comment ils parvenaient à maintenir un équilibre entre la gestion de leur entreprise et l'éducation de leurs 2 enfants. L'émission spéciale a donné lieu à une série dérivée du même nom, dont la première a eu lieu le 12 août 2014. Bien qu'ils aient été identifiés à l'écran comme mari et femme dans certains épisodes, Schultz et Brandy ne se sont jamais mariés. Ils ont 2 enfants, Cameron et Peyton. Plus tard, lors de la première de la saison 13, il a été révélé que Jared et Brandy avaient complètement rompu. Cependant, ils ont continué à enchérir séparément. Barry Weiss, également connu sous le nom de The Collector, est un autre acheteur. Il a participé à l'émission de la première à la 4e saison et de la 14e à la 15e saison. Barry et son frère étaient propriétaires d'une entreprise de fruits et légumes prospère jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Barry est un collectionneur d'antiquités depuis toujours
mais il n'avait jamais acheté d'unité de stockage jusqu'à ce que son ami et producteur exécutif et narrateur de Storage Wars, Tom Beers, lui suggère de rejoindre l'émission. Le 25 juin 2013, il a été rapporté que Barry n'allait pas revenir dans la série pour la saison 5 et qu'il quittait la série. Plus tard, en février 2014, A&U a annoncé que Barry serait la vedette de sa propre série dérivée intitulée Barry's Treasure. Barry n'est pas seulement un acheteur, mais aussi un parrain de Jesse James, le customisateur et fabricant d'armes à feu. Il est le porte-parole officiel et l'ambassadeur de la marque Sherwood Valley Casino à Willits, en Californie. Il est revenu plus tard dans la saison 14 en tant que régulier dans le premier épisode. Ivy Calvin, également connu sous le nom de The King, a rejoint l'émission au cours de la 3e saison. Calvin a rejoint l'émission au cours de la 3e saison, juste après le départ de Dave Hester. Il est ensuite devenu l'un des principaux acheteurs lors de la saison 5. Il est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes et joueur de football en salle. Il est également propriétaire de la friperie Grandma's Attic à Palmdale, en Californie. Peu à peu, le fils de Calvin, Ivy Jr., l'a souvent rejoint dans l'émission. René Nosota et Casey Nosota, également connus sous le nom de The Bargain Hunters, ont rejoint l'émission lors de la saison 4. Le couple a rejoint l'émission lors de la saison 4 et est devenu le principal acheteur lors de la saison 5. René est originaire d'Allemagne et il possédait la friperie The Bargain Hunters à Poway, en Californie près de San Diego, jusqu'à sa fermeture en 2021. À partir de la 11e saison, Casey n'apparaît plus que comme un membre semi-régulier de la distribution. René assistant souvent seul aux ventes aux enchères. Ensemble, ils ont un enfant. Mary Padian est également une autre acheteuse de l'émission. Elle a participé à la série de la saison 5 à la saison 13. Mary était également connue sous le nom de The Junkster. Elle est une ancienne habituée de la série dérivée Storage Wars Texas. Elle a rejoint le casting de la saison 5, apparaissant dans 3 épisodes lors d'une visite à Long Beach en janvier 2014. Plus tard dans la 6e saison, Mary est devenue une acheteuse principale. Elle est propriétaire de Mary's Finds, une entreprise spécialisée dans la restauration d'antiquités et de meubles. Mais ce n'est pas tout. Dans de nombreux épisodes, on voit Mary restaurer des objets provenant des logements qu'elle a achetés jusqu'à la vente à l'acheteur prévu. Mary est très amie avec Ivy Calvin, qu'elle appelle souvent sa meilleure amie. Plus tard dans la saison 12, elle fait équipe avec Jenny Grumbles, une ancienne acheteuse de Storage Wars Texas, pour acheter une unité. Plus tard dans la saison 13, Mary a été invitée dans le premier épisode. Kenny Crossley est un autre acheteur important de l'émission. Kenny a rejoint la série dans la saison 10. Après être apparu comme invité récurrent dans les saisons 2 à 4, Kenny est revenu dans la 10 et saison pour devenir l'un des principaux acheteurs. Il est originaire de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où il a travaillé pour le département du shérif. Après avoir quitté les forces de l'ordre, il décide de quitter la Nouvelle-Orléans. Il s'installe à Los Angeles, en Californie. À son arrivée, il a commencé à gérer des installations de stockage. Au début, Kenny a formé une alliance avec Barry Weiss. Il l'a fait après l'avoir aidé à ouvrir un casier bloqué. Le duo est ensuite devenu un ami proche, et Kenny est souvent apparu aux côtés de Barry dans Barry's Treasure et Storage Wars. Barry riposte. En dehors des unités de stockage, Kenny possède une entreprise qui fabrique ses propres pralines, ainsi qu'une ligne de vêtements dont le slogan est « Kenny Do It ». On l'a souvent vu porter un grand nombre de ses créations pendant qu'il participait à l'émission. Comment les gens ont-ils accueilli Storage Wars? D'après les rapports, la réaction des critiques a été mitigée. Par exemple, Marthe McNamara du Los Angeles Times a qualifié Storage Wars de série étrangement édifiante, l'espoir étant l'une des nombreuses choses que l'on peut apparemment trouver dans un entrepôt abandonné. Neil Genslinger du New York Times a quant à lui qualifié la série d'ajouts particulièrement divertissante au genre. Brian Lowry de Variety a également déclaré que Wars aurait dû être stocké indéfiniment.
Dans le magazine Slate, Troy Patterson a donné des avis mitigés qualifiant la série de télépoubelle mais aussi de futile et de magnétique. Plus tard, Ellen Gray du Philadelphia Daily News a suggéré que si vous avez une âme d'acquéreur, vous devriez probablement vous en éloigner. Selon les rapports, le premier épisode de la première saison a attiré 2,1 millions de téléspectateurs et la série a été le programme de non-fiction le mieux classé de ANE en 2010 avec une moyenne de 2,4 millions de téléspectateurs. À l'instar de la première saison, la première de la deuxième saison comprenait de nouveaux épisodes consécutifs de la série. Le deuxième épisode a également attiré 5,1 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le meilleur score pour un épisode d'une série dans l'histoire d'ANE. La première saison combinée a surpassé les épisodes originaux concurrents de Love in the Wild NBC et Primetime Nightline ABC. Par ailleurs, certains critiques ont émis l'hypothèse que les producteurs avaient stocké certaines des unités, mais un publiciste d'ANE a déclaré qu'il n'y avait pas de mise en scène. Les objets découverts dans les unités de stockage sont les mêmes que ceux présentés dans l'émission. Plus tard, le producteur exécutif Tom Bierce a également déclaré que la grande majorité des casiers de rangement examinés pendant la production ne contenaient rien d'intéressant et n'apparaissaient donc pas dans l'émission finale. Malgré tout, Tom Bierce a admis que la moitié des répliques étaient scénarisées, tout comme le déplacement d'objets entre des casiers de stockage achetés par la même personne. Alors qu'ils essayaient de résoudre ce problème, Dave Hester s'est mis en travers de leur chemin. Découvrons ce qui s'est passé. Le procès Dave Hester a commencé à causer des problèmes à Storage Wars en intentant un procès contre l'émission. Dans une plainte déposée auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, Dave affirme que tout ce qui concerne l'émission est une fraude, qu'il s'agisse des objets prétendument mis en scène à l'intérieur des casiers de stockage des trésors cachés ou des interviews scénarisées avec les membres de l'équipe. Cette affaire a fait grand bruit sur l'Internet. Par ailleurs, Hester a affirmé avoir été renvoyé de la série après avoir exprimé son malaise auprès de l'équipe de production et de la chaîne au sujet de la mise en scène d'objets dans des casiers, ce qui, selon lui, pourrait constituer un comportement illégal. Comment en est-il arrivé à cette conclusion? Selon lui, les unités de stockage de A&E Phil ont été achetées pour la série avec des objets de valeur et inhabituels, afin d'ajouter au drame de la série. Ils remplissent parfois tout le casier. De plus, parmi les objets qui, selon lui, ont été placés dans les serrures, se trouvait une précieuse collection de journaux d'Elvis Presley, datant de l'époque où le chanteur est décédé. Il a également ajouté que les documents contenus dans l'unité étaient évalués à plus de 90 $. En outre, Dave aurait payé 750 $ pour l'ensemble du casier. Dans la plainte, il suggère qu'une société appelée Off the Wall Antiques a fourni à A&E l'accès aux objets présentés dans l'émission en échange d'une compensation. TMZ a déclaré « La vérité est que les défendeurs salent régulièrement les casiers de stockage qui font l'objet des ventes aux enchères présentées dans la série, où ils placent des objets de valeur ou inhabituels, afin de créer un drame et un suspense pour l'émission. Les défendeurs sont même allés jusqu'à mettre en scène des unités de stockage entières et s'assurer la coopération des propriétaires des installations de stockage pour mettre en scène des unités entières. Il a ensuite expliqué comment les producteurs de l'émission planifiaient l'évaluation des objets, parfois des semaines avant leur apparition dans l'émission. Il ajoute que les entretiens avec les stars sont également scénarisés. Selon Dave, du début à la fin de l'émission, tout était faux. Il a déclaré que de nombreuses scènes, y compris les ventes aux enchères colorées, avaient été mises en scène par les producteurs. Il a déclaré « Lorsqu'ils filment une vente aux enchères sur place, les défendeurs A et E filment également des images des acteurs et du public en train d'enchérir, alors qu'aucune vente aux enchères n'a lieu, afin de faire croire que l'un des acteurs enchérit lors d'une vente aux enchères, donné qu'il soit ou non en train d'enchérir sur l'unité. En outre, il a affirmé que A&E fournissait des unités de stockage
à ceux qui n'avaient pas les moyens de les acheter. Il a ajouté: en outre, Original paye pour les casiers de rangement offerts par certains membres de la distribution, mais pas par d'autres, afin de donner aux membres les plus faibles un avantage sur les soumissionnaires les plus expérimentés et les plus performants comme Esther. Le comble a été atteint lorsque Dave a révélé que la chaîne payait certaines stars féminines pour qu'elles subissent des opérations de chirurgie esthétique. Il a déclaré: presque tous les aspects de la série sont truqués jusqu'à la chirurgie plastique qu'a subie l'une des actrices pour rendre la série plus érotique. Ces propos ont fait grand bruit. L'une des principales vedettes féminines de la série, Brandy Passante et Laura Doston, n'a pas pris cela à la légère. Les affirmations de Dave Hester ont réveillé bien des secrets cachés. Selon lui, ce n'est pas la première fois que la validité de l'émission est remise en question. Il a précisé que les inquiétudes des téléspectateurs avaient incité la série à publier un communiqué de presse affirmant la véracité de l'émission. Il n'y a pas de mise en scène. Les objets découverts dans les unités de stockage sont les mêmes que ceux présentés dans l'émission. Cette nouvelle action en justice pourrait commencer à faire l'objet d'un examen minutieux de la part d'émissions similaires, notamment Spike's Auction Hunters. Après tout cela, Dave Hester a ajouté qu'il demandait des dommages et intérêts de plus de 750 000 $ pour licenciement abusif. Quelle a été la réaction de la chaîne? Dans une tentative transparente de détourner l'attention des problèmes et de maximiser tout recouvrement potentiel, la plainte du plaignant tente de transformer une banale réclamation pour rupture de contrat en un drame digne d'un tabloïd dans lequel Esther se dépeint comme un dénonciateur en croisade. La chaîne câblée affirme dans les documents juridiques déposés auprès de la Cour supérieure de Los Angeles A&E continue, mais en mettant de côté les incohérences notables dans son autoportrait exagéré, que la loi n'autorise pas un tel sophisme. M. Hester a également affirmé qu'il avait été licencié après s'être plaint au producteur que le comportement frauduleux d'A&E, qui consistait à saler et à mettre en scène les casiers de stockage, était peut-être illégal. Il a fondé ses allégations d'illégalité sur la loi sur les communications de 1934, qui interdit aux radiodiffuseurs de truquer un concours de compétences intellectuelles dans l'intention de tromper le public. Ce n'est pas tout. La chaîne a également donné une image différente de ce qui s'est passé. Selon elle, c'est elle qui s'est plainte la première de l'utilisation abusive par Dave des marques déposées d'AETN. Ils ont ajouté que les deux parties s'étaient affrontées à l'US pour des marques telles que Storage Warrior. Plus tard, Dave a demandé à renégocier son accord pour les guerres de stockage. Selon A&E, c'est à ce moment-là que Dave a fait part de ses inquiétudes quant à l'authenticité du document. En outre, A&E explique dans une note de bas de page de ses documents juridiques pourquoi Dave n'est pas le dénonciateur en croisade qu'il prétend être. Les documents juridiques indiquent entre autres que le plaignant affirme avoir participé à la conduite même qu'il prétend être frauduleuse et illégale, à savoir le prétendu salage des casiers de stockage avec des objets de valeur et le scénario de certaines parties de l'émission de télé-réalité. Ce n'est pas tout. Les documents juridiques se présentent également sous la forme d'une contestation anti-SLAPP de l'action en justice de Dave. La chaîne considère que certaines actions entreprises par Dave portent atteinte à ses propres droits à la liberté d'expression garantie par le premier amendement. En outre, A&E estime que les guerres de stockage relèvent de la loi californienne qui protège contre l'utilisation des litiges comme moyen d'interférer avec ses droits. C'est pourquoi le réseau suggère qu'il incombe à Dave de démontrer qu'il a des chances d'obtenir gain de cause avant d'aller plus loin. La conduite en état d'ivresse. Vous conviendrez que Dave Hester n'a jamais cessé d'avoir des ennuis, ce qui a fait de lui la cible de nombreuses rumeurs. Les journalistes étaient impatients de se lancer dès qu'ils entendaient quelque chose d'intéressant à son sujet. Ils ont finalement eu leur chance lorsque Dave s'est attiré des ennuis pour avoir bu en état d'ébriété. Il s'est fait prendre et a été arrêté immédiatement. Bien que les journalistes se soient réjouis de cette nouvelle, elle s'est avérée périmée, car son histoire juridique avait déjà été publiée sur le site web d'A&E.
Après tout, il s'agissait d'une étape importante dans son parcours professionnel. Tout le monde a appris l'arrestation pour conduite en état d'ivresse. Tout s'est passé en 2005. Cette année-là, Dave a été arrêté et a dû effectuer des travaux d'intérêt général. Il s'agissait d'une sanction courante pour les primo-délinquants comme lui. Cependant, au lieu de ramasser les ordures, il a été affecté à une friperie. Heureusement pour Dave, le travail dans la friperie lui a permis d'acquérir davantage de connaissances sur le commerce. Après avoir purgé sa peine, il a décidé de créer sa propre entreprise. Outre sa conduite en état d'ivresse, Dave a également dû quitter les guerres de stockage à un moment donné en raison de ses problèmes de santé. Cela s'est produit au cours de la saison 12 de la série. En 2018, Dave a été victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique qui a affecté tous les domaines de sa vie. Son état de santé n'était pas évident pour tout le monde, mais c'était un moment difficile pour lui. Cette année-là, ses médecins lui ont également diagnostiqué une grave apnée du sommeil. Cet état de santé lui a causé de graves problèmes respiratoires. Pour se refaire une santé et se remettre sur pied, il a fait une pause dans la télé-réalité de 2018 à 2024. Il est resté seul pendant cette période jusqu'à ce qu'il parvienne à se ressaisir. Plus tard, Dave est revenu dans l'émission lors de la saison 16, après s'être ressaisi. Son retour a finalement débouché sur une percée dans sa carrière. Ses téléspectateurs étaient également ravis de le voir. La présence de Dave dans l'émission a également amélioré son image publique. Cependant, Dave s'est retrouvé dans un autre procès à propos d'une unité de stockage, et il s'agissait d'un procès sérieux. Il a failli perdre le contenu d'une unité de stockage qu'il avait achetée pour près de 12,0 $, lorsque celle-ci a été mise aux enchères par erreur après qu'une cour d'appel californienne a statué en sa défaveur. L'affaire a été portée devant la cour d'appel du 4 et district de Californie. Au tribunal, Dave se retrouve en guerre contre le défendeur, l'entreprise de stockage public. C'était un procès difficile pour Dave car il venait de perdre une bataille juridique contre les Storage Wars. La perte d'un autre procès l'a affecté. Des rapports ont révélé qu'environ une demi-heure après avoir acheté une unité lors d'une vente de privilèges de stockage public, un employé a découvert que l'occupant initial de l'unité avait payé son solde en souffrance quelques semaines avant la vente. Néanmoins, l'unité était toujours inscrite sur la liste des ventes aux enchères en raison d'un problème technique. Dave a donc perdu l'unité de stockage. La cour d'appel a donné raison aux entrepôts publics, Kicker Van Nest et Peters Council, ainsi qu'à la Cour supérieure du comté d'Orange, qui a estimé que la société avait correctement annulé la vente en vertu des clauses de nullité et de caducité. Outre Dave Brandy-Passante est une autre personne qui a parlé des guerres de stockage. Un jour, Brandy a été invitée à participer au podcast Happening Now avec Hammer. Dans le podcast, elle a évoqué l'un des principaux problèmes rencontrés par les guerres de l'entreposage lors des tournages. Elle a déclaré au podcast que certaines entreprises de stockage n'étaient pas disposées à les laisser filmer dans leurs locaux. Elle a dit « Vous savez, les entrepôts publics ne nous ont jamais permis de filmer. C'est tout simplement une mauvaise affaire. » Brandy a également expliqué que ces personnes les avaient rejetées parce qu'ils ne voulaient pas faire de publicité sur le fait que si une personne ne payait pas son unité de stockage, la société la vendrait. Elle a ajouté qu'il n'y a pas d'émission qui s'appelle forclusion, parce que personne n'a envie de voir ça. Elle a continué à parler de l'entreposage public. Ils se débrouillent très bien tout seuls et ils ne veulent pas vraiment montrer ce genre de scénario. Dans le podcast, Brandy a également donné quelques informations sur les coulisses. Elle a précisé que chaque unité achetée est 100% réelle. Elle a dit cela pour contrer les affirmations de Dave qui prétendait que Storage Wars faisait semblant. Elle a expliqué à Distractify qu'il y a des règles que les acteurs doivent respecter, mais que ANE ne place rien dans les unités et que les acheteurs n'ont pas d'informations privilégiées. Dès le début, je pense que lorsque les gens ont vu l'émission, ils ont supposé qu'il s'agissait d'une sorte de chasse au trésor moderne pour s'enrichir rapidement. Et dans chaque unité, vous allez trouver quelque chose de génial. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut juste essayer de faire de son mieux pour deviner ce qu'il y aura dans l'émission. Au cours du podcast,
Elle a également indiqué que seules les unités les moins intéressantes sont supprimées de l'émission parce qu'elles ne sont pas aussi intéressantes à inclure dans un épisode. Elle a également révélé qu'entre cela et les unités de stockage public, il n'y a aucun moyen pour les téléspectateurs de voir tout ce que les enchérisseurs de Storage Wars ont trouvé. Après avoir entendu tout cela, que pensez-vous de Dave Hester? Est-il allé trop loin en envisageant de poursuivre Storage Wars? Pensez-vous également que Storage Wars est un faux? Laissez vos commentaires dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous.